Le texte que vous m'avez demandé de commenter aujourd'hui est un extrait de L'autre monde ou les États et empires de la Lune, publié de manière posthume en 1657 et écrit par Savinien de Cyrano de Bergerac, un auteur appartenant au courant du libertinage de pensée, désignant des auteurs qui proposent des réflexions à contre-courant des dogmes établis, notamment religieux. Son roman dans lequel le personnage principal fait un voyage dans la Lune s'inscrivant précisément dans cette dynamique, puisqu'il lui permet d'exposer un certain nombre de découvertes scientifiques contemporaines de l'écriture, notamment concernant l'astronomie. Dans cet extrait, nous sommes à la fin de la discussion entre le personnage principal et le vice-roi au sujet du système ptolémaïque, c'est-à-dire géocentrique, opposé au système héliocentrique proposé par Copernic puis Galilée. Je passe ainsi à la lecture du texte. Enfin, le vice-roi me dit qu'il s'étonnait fort, vu que le système de Ptolémée était si peu probable, qu'il eût été si généralement reçu. « Monsieur, lui répondis-je, la plupart des hommes qui ne jugent que par les sens se sont laissés persuader à leurs yeux. Et de même que celui dont le vaisseau vogue terre à terre croit demeurer immobile et que le rivage chemine, ainsi les hommes, tournant avec la terre autour du ciel, ont cru que c'était le ciel lui-même qui tournait autour d'eux. » On le voit, à travers l'opposition des deux systèmes, le personnage principal va se livrer à une critique des arguments géocentriques basés sur l'évidence des sens, lui opposant des critères répondant à des exigences de rationalité. Ainsi, nous pouvons nous poser la question suivante, le bon sens est-il scientifique ? Pour répondre à cette question, je découperai mon texte en 4 parties. Une première s'occupant de la partie narration, lignes 1 et 2, dans lequel on met en scène l'étonnement initial du vice-roi. Puis le traitement de la question des sens, lignes 3 à 7, le problème posé par l'orgueil humain, lignes 8 à 12, pour finir par l'exposé de la croyance du narrateur, lignes 12 à 16. Je passe ainsi à mon commentaire. Le texte s'ouvre sur une formule conclusive, enfin mettant en scène la fin d'une discussion entre le narrateur et le vice-roi, la tirade qui suivra, se proposant ainsi comme une synthèse de ce qui précède. Il s'agit ici d'une discussion entre le vice-roi et le narrateur à la première personne, illustrant au passage une certaine forme d'élitisme de la réflexion, la connaissance étant réservée étymologiquement aux meilleurs, c'est-à-dire aux aristocrates du savoir. L'étonnement du vice-roi, modalisé par l'adverbe « fort », porte sur le paradoxe de la croyance au système de Ptolémée, paradoxe mis en scène par le parallélisme des superlatifs absolus, si peu probable, si généralement reçu. Ce paradoxe s'articule autour d'une proposition subordonnée conjonctive circonstancielle de cause, introduite par vu que, et d'une conséquence exprimée au subjonctif, rejetant celle-ci dans le domaine de l'irréel. Le système de Ptolémée, ou système géocentrique, théorie selon laquelle la Terre serait au centre du système, se voit ainsi défini comme un paradoxe incompréhensible, ou du moins sujet d'étonnement. Je passe ainsi à la deuxième partie, dans laquelle le narrateur va exposer les raisons de ce paradoxe apparent. L'élitisme présent dans l'appellatif vice-roi ou monsieur à la ligne 3 va se voir opposé à la locution la plupart des hommes, confirmant ainsi que le savoir véritable s'oppose à la connaissance a priori, en particulier celle accessible par les sens, comme le montre l'utilisation de la négation restrictive ne juge que par les sens. Ces sens peuvent ainsi être des preuves, mais elles ne sont jamais des preuves suffisantes, d'où la restriction. La tournure pronominale réfléchie, accentuée encore par la voix passive, met en scène la passivité de cette plupart des hommes face à leur sens de la vue, qui va les persuader, c'est-à-dire constituer un argument d'ordre non rationnel, la persuasion reposant sur les émotions, alors que la conviction repose sur la raison. Ce caractère faillible des sens va se voir illustré par une analogie, figure que l'on retrouvera plus tard chez Fontenelle, analogie qui, comme dans les entretiens sur la pluralité des mondes, va mettre en lien la thématique de la navigation avec celle de l'astronomie.
Cette analogie, introduite par deux mêmes queues et articulée autour de « ainsi », va mettre en parallèle celui dont le vaisseau vogue terre à terre et les hommes tournant avec la terre autour du ciel, première partie de l'analogie, ainsi que la deuxième partie, demeurer immobile et que le rivage chemine, d'une part, et que c'était le ciel lui-même qui tournait autour d'eux, d'autre part. Ici, il est intéressant de voir que les conséquences que la déduction mise en scène par cette analogie se fait par le biais d'une subordination, dans les deux cas, que celle-ci soit par le biais d'une proposition infinitive demeurée immobile ou d'une proposition subordonnée conjonctive que le rivage chemine ou que c'était le ciel lui-même, etc. Cette relation de subordination se faisant précisément à la croyance, croix, ligne 5, on cru, ligne 7. Ainsi, l'argument des sens est subordonné à une croyance initiale qui elle-même est en réalité fausse. L'usage de l'analogie permet de mettre en scène une illusion évidente, c'est évidemment le navire qui bouge et non pas le rivage, pour déployer une idée moins évidente, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et non pas le Soleil qui tourne autour de la Terre. On note aussi le passage du présent au passé composé qui met en scène l'antériorité de cette croyance, montrant ainsi que celle-ci est aujourd'hui dépassée. Je passe ainsi à ma troisième partie, dans laquelle le narrateur va mettre en scène un deuxième problème à l'origine de cette croyance fausse, à savoir l'orgueil insupportable des humains. On retrouve toujours ces effets de généralisation, la plupart des hommes, les humains, qui vont s'opposer à leur cas particulier, le vice-roi et lui, sous-entendu par la deuxième personne du pluriel, ajouté. Cette deuxième personne du pluriel, par ailleurs, va avoir pour effet d'inclure le lecteur dans les destinataires, le mettant à son tour du côté de l'élite qui connaît la vérité. L'adjectif insupportable, par ailleurs postposé, insiste sur l'aspect objectif de ce jugement, le nom commun orgueil relevant de manière ironique du vocabulaire de la religion, puisqu'il s'agit d'un des péchés capitaux. Ce choix est évidemment ironique, puisque c'est précisément à un argument religieux qu'il s'agit de s'opposer ici, l'idée que la nature n'a été faite que pour les humains, le recours à la majuscule insistant sur l'aspect conceptuel ou religieux du terme de nature. On retrouve là encore le verbe persuader qui était présent à la ligne 4 et qui se voit répété à la ligne 8. L'argument relevant encore de l'émotion et non pas de la raison. Et à l'analogie de la ligne 4 va se voir ajouter une comparaison hypothétique à la ligne 9, comme si, mettant en scène un raisonnement par l'absurde, par le biais du comparatif. Donc le Soleil, un grand corps 434 fois plus vaste que la Terre, n'eût été allumé que pour mûrir ses nèfles, les pommes et ses choux. On observe la négation exceptive, mettant en scène là encore l'absurdité de cette idée. Et le rapport d'échelle, même s'il n'est pas exact scientifiquement, puisque l'on sait aujourd'hui que le Soleil est plutôt 110 fois plus vaste que la Terre, fonctionne tout de même pour illustrer la disproportion qu'il y a entre l'un et l'autre corps céleste et la bêtise de subordonner le plus petit au plus grand. À l'argument de l'orgueil, le narrateur oppose donc l'absurdité de cette réflexion. Je passe ainsi à la quatrième partie, dans laquelle le narrateur va alors exposer ce à quoi il croit. Il s'agit ici de sa croyance personnelle, quant à moi, croyance personnelle qui va s'opposer à la croyance généralement acceptée, comme on le voit à travers l'allocution « bien loin de consentir à leur insolence ». À travers cette opposition d'une première personne du singulier et d'une troisième personne du pluriel, leur, à travers aussi le choix du pronom disjoint, moi, qui mettrait en scène la disjonction d'avec la plupart des hommes, ligne 3, on arriverait ainsi à l'exposer non plus du bon sens, mais bien d'une réalité scientifique s'opposant à ce bon sens. Il est intéressant de noter cependant qu'il s'agit toujours du verbe « croire » qui caractérise ce savoir. Le narrateur expose ainsi deux registres de croyances. La science, comme le bon sens, est une croyance, mais elle ne fonctionne pas sur le même mode argumentatif. Là où le bon sens repose sur la persuasion, la science repose sur la conviction.
c'est-à-dire les arguments de type rationnel. Suit ainsi l'exposé de la thèse héliocentrique, les planètes sont des mondes autour du Soleil, qui n'est pas redéfini ici puisqu'il s'agit de la fin de la discussion comme nous l'avions vu à la ligne 1, ainsi que ses conséquences logiques, et que les étoiles fixes sont aussi des soleils qui ont des planètes autour d'eux. Le système est un système solaire et il s'agit d'un système parmi d'autres. Non seulement la Terre n'est pas au centre du système, mais son système n'est pas non plus au centre de l'univers. Il bat ainsi en brèche les deux arguments précédents. Contrairement au sens, c'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil et pas l'inverse. Contrairement à ce que je peux croire de manière orgueilleuse, je ne suis pas au centre de l'univers, mais j'en suis bien plutôt à une périphérie. Il s'agit ici de lutter contre une forme d'anthropocentrisme fonctionnant comme un filtre initial biaisant la réflexion. Par l'explicitation, c'est-à-dire le narrateur revient sur l'illusion des sens. Nous ne voyons pas ici à cause de leur petitesse. Il s'agit donc non pas, comme il le disait à la ligne 4, de se laisser persuader par les yeux, mais bien d'utiliser la réflexion, l'intelligence, pour accéder à une connaissance contre-intuitive peut-être, mais bien plus vraie. Dans ce siècle, qui voit apparaître progressivement des outils technologiques tels que la lunette astronomique, point alors ici une certaine forme de confiance dans une preuve à venir, le futur leur permettant peut-être de voir la lumière empruntée de ces planètes ou de passer outre leur petitesse. Le bon sens est-il scientifique ? Nous l'avons vu, cet extrait met en scène l'histoire de la science dans l'actualité de la révolution héliocentrique qui a lieu de manière contemporaine à ce récit. Il s'agit ici d'exposer des raisons de croire au système ptolémaïque, c'est-à-dire géocentrique, mais l'exposé de ces raisons de croire relève d'une rhétorique de l'absurde visant à les discréditer. Ces raisons de croire relèveraient ainsi de ce qu'on appelle le bon sens, c'est vrai parce que je le vois ou c'est vrai parce que je le crois, ce bon sens modélisant ainsi ma compréhension intuitive du monde, mais étant précisément fausse et absurde. Se dessinent alors deux systèmes de croyances, permettant ainsi de révéler que le bon sens n'est pas une vérité, et affirmant dans le même temps la réfutabilité comme critère définitoire de la scientificité. Ainsi, l'erreur viendrait de l'absence de remise en cause de ce fameux bon sens, la science naissant au contraire du questionnement ou de l'étonnement face à ce que mes sens pourraient me dire. Ce bon sens commun à la plupart des hommes devrait être remis en cause par un sens critique d'une élite intellectuelle qui fondera ainsi la science à venir. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de traiter de la question de la subordination de la ligne 4 à 8. La subordination suppose des relations de dépendance entre une subordonnée et une principale qui va la diriger et qu'elle va compléter. Nous en avons deux types principaux, les relatives qui complètent des noms et les conjonctives qui complètent des verbes ou la proposition de manière plus générale. Nous avons les deux cas ici. Pour ce qui est des relatives, nous pouvons commencer par repérer les pronoms relatifs dont nous savons qu'ils introduisent des subordonnées relatives. Nous avons dont à la ligne 5 et qui à la ligne 8. La proposition dont le vaisseau vogue terre à terre complète son antécédent pronominal celui, et la proposition qui tournait autour d'eux complète son antécédent nominal le ciel. Pour ce qui est des conjonctives, nous en avons deux types, les subordonnées conjonctives complétives qui occupent la fonction COD et les conjonctives circonstancielles qui occupent la fonction complément circonstanciel. Pour ce qui est des complétives, nous pouvons repérer celles qui sont introduites par une conjonction de subordination, en l'occurrence que le rivage chemine et que c'était le ciel lui-même, qui complètent respectivement croix, ligne 5, on cru, ligne 8. À ces deux propositions, on peut ajouter de même la proposition infinitive, demeurer immobile, ligne 5, qui comporte, là encore, le verbe croire. Pour ce qui est des propositions subordonnées circonstancielles, nous pouvons relever la conjonction de subordination de même que, qui introduit l'analogie, qui constitue la première partie de la phrase, comme une
proposition subordonnée conjonctive circonstancielle de comparaison, complétant la principale qui serait la deuxième partie de la phrase. Enfin, on pourrait considérer la proposition « les hommes tournant avec la terre autour du ciel » comme une proposition participiale, tournant possédant un sujet, les hommes, lui conférant de fait une fonction verbale, ce que vient confirmer l'absence d'accord du participe au pluriel. Ainsi, cette proposition occuperait la fonction de complément circonstanciel de cause de la proposition « on crut ».